à nos hôpitaux, la clé pour sauver de nombreuses vies. Et je veux vous le dire comme je le pense. En de pareilles circonstances, la désinvolture, la légèreté ne sont malheureusement pas seulement irresponsables, elles sont dangereuses. Dangereuses pour soi et dangereuses pour les autres. Depuis le premier jour, les Français ont pu observer, avec fierté mais aussi soulagement, que nous étions capables d'une union nationale indispensable pour maintenir la cohésion dans notre société. Je le redis, la polémique non plus n'a pas sa place, à l'heure d'un péril inédit et au vu des sacrifices consentis. Ces derniers jours, un enjeu est sur toutes les lèvres, celui des équipements en masques de protection. Je veux dire aux Français, en particulier aux soignants, que je comprends et partage leurs attentes et parfois leur colère face à cette situation qui, de fait, prive un certain nombre de nos concitoyens de masques dans des situations qui le nécessitent pourtant. Vous savez, face à une épidémie d'une telle ampleur, il pourrait être facile de mobiliser notre énergie sur la recherche de responsabilités. Je nous invite pourtant collectivement à mobiliser dans la période notre énergie auprès de celles et ceux qui sauvent des vies, avec celles et ceux qui maintiennent notre pays en vie. Il sera temps, au moment voulu, de tirer toutes les conséquences en matière de préparation de notre pays face à une menace qui, je le rappelle, constitue une première sanitaire depuis plus d'un siècle dans notre pays. Ayant dit cela, je veux me livrer aujourd'hui, comme je l'ai fait à chaque occasion depuis que je suis ministre, à un exercice de transparence absolue et vous présenter la situation telle qu'elle est. Suite à de premières alertes sérieuses qui auraient pu évoluer, comme la crise actuelle, les pouvoirs publics ont pris la décision, il y a une dizaine d'années, d'équiper la France de 1 milliard de masques chirurgicaux, de 600 millions de masques FFP2. Souvenons-nous qu'à l'époque, un avait raillé la ministre de la Santé de l'époque pour toutes ces précautions. Les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Quels que soient les processus de décision ayant conduit à ce que ces stocks ne soient pas renouvelés dans la durée, toujours est-il que ces stocks de masques se sont réduits année après année. De sorte que lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. C'est parce que nous avons, dès le début, considéré que la disponibilité en masques allait être une difficulté dans la gestion de cette crise, qu'il a été décidé de recourir dès le mois de janvier à l'importation de masques en provenance de tous les pays producteurs, avant même les premiers cas sur notre territoire national. Nous avons tout mis en œuvre pour augmenter notre stock, dans un marché, vous le savez, extrêmement tendu, où une grande partie de la production vient de Chine, berceau de l'épidémie. La France, en plus des stocks et de la production nationale renforcée, a ainsi passé plusieurs commandes de masques de protection à l'étranger, auprès d'industriels en capacité de fournir rapidement de gros volumes. Ainsi, je peux vous annoncer que nous avons d'ores et déjà signé plusieurs commandes pour plus de 250 millions de masques qui sont livrés progressivement et le seront au cours des prochaines semaines. En parallèle, de nombreuses personnes, institutions, entreprises se sont mobilisées face à cette situation exceptionnelle pour faire don de masques supplémentaires. Le Crédit Agricole, LVMH, TBC. Je tiens à les remercier de leur engagement exceptionnel pour protéger notre système de santé et nos patients les plus fragiles. J'entends bien sûr l'urgence de donner des masques à ceux qui nous protègent, à ceux qui nous soignent, à ceux qui sont malades. Ma responsabilité de ministre, c'est aussi de tout mettre en œuvre pour que ces masques si indispensables puissent être délivrés dans la durée. Je connais la durée de nos stocks. Je ne connais pas encore celle de l'épidémie. C'est pourquoi une stratégie nationale d'utilisation des masques a été mise en place
afin de pouvoir préserver notre système de santé, nos soignants et les patients les plus fragiles. Elle nous permet de garantir que toutes les personnes qui doivent être protégées par un masque puissent en bénéficier pendant toute la durée de l'épidémie. Je veux revenir brièvement sur les décisions déjà prises avant d'annoncer celles à venir. Les masques ont d'abord été distribués au sein des zones de circulation active du virus, parce que notre choix a toujours été de donner la priorité aux personnels exposés et aux zones qui en avaient le plus besoin. À la fin du mois de février, 15 millions de masques chirurgicaux ont été livrés aux établissements de santé de première et de deuxième ligne. Dès le 3 mars, à la demande du président de la République, nous avons sécurisé notre équipement en masques par une réquisition de toutes les ressources disponibles sur le territoire national. Nous sommes le seul pays à avoir pris une telle décision. Dès le début du mois de mars également, nous avons distribué 25 millions de masques pour répondre aux besoins des établissements de santé de référence, mais aussi aux professionnels de santé de ville, professionnels du secteur médico-social et transporteurs sanitaires. Des livraisons de masques ont aussi été réalisées ces 17 et 18 mars à hauteur de 1,6 million de masques FFP2 et de 10,7 millions de masques chirurgicaux pour les professionnels de la médecine de ville et les infirmiers libéraux notamment en première ligne pour la prise en charge en ville de malades suspects ou confirmés de Covid-19. Vous l'aurez compris, j'ai fait un choix difficile, mais un choix responsable, celui d'octroyer les masques de protection d'abord aux professionnels de santé pour nous permettre de tenir le plus longtemps possible. Depuis des semaines, nous travaillons jour et nuit à augmenter la production et les importations de masques. Toute production possible a été commandée, toute production disponible a été réquisitionnée, toute distribution possible a été assurée. Un approvisionnement a été réalisé ces tout derniers jours auprès des établissements les plus exposés, dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, en Occitanie, en Île-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. Un approvisionnement global destiné aux établissements de santé, à tous les établissements médico-sociaux, ainsi qu'aux transporteurs sanitaires, a été réalisé à l'échelle nationale hier encore. Un nouvel approvisionnement sera effectué dans les jours qui viennent pour consolider les stocks. Le total de ces deux livraisons représentera 17 millions de masques. Au total, depuis la dernière semaine de février, 70 millions de masques ont ainsi été livrés aux professionnels de santé de ville, à l'hôpital et dans nos EHPAD. Grâce à la réquisition des stocks et de la production sur le territoire national, grâce aux dons, grâce aux importations, nous avons récupéré dans le même temps, depuis cette dernière semaine de février, près de 40 millions de masques supplémentaires. Nous disposons à ce jour d'un stock d'État de 86 millions de masques, 5 millions de masques aux normes FFP2, 81 millions de masques chirurgicaux. À titre de comparaison, nous prévoyons une consommation de 24 millions de masques par semaine dans notre pays. Voilà la réalité des chiffres. La réalité, c'est aussi que ces derniers jours, la logistique a été très complexe à gérer. Et nous avons pris du temps pour assurer la meilleure répartition possible. Je dis pris et non perdu, parce qu'encore une fois, dans les zones les plus sensibles, nous avions et nous avons déstocké des masques. Pour faire face à cette urgence inédite que nous traversons, nous avons donc réarmé notre système de production et de logistique de façon colossale et rapide. La mise en place d'une chaîne de distribution adaptée a effectivement été complexe, je le sais. Mais elle fonctionne maintenant. Et elle permettra d'approvisionner rapidement les hôpitaux, les praticiens en ville, les pharmacies, les acteurs du soin à domicile, l'ensemble des professionnels de santé et des patients pour qui l'utilisation des masques est recommandée. J'en profite pour remercier du fond du cœur les pharmaciens d'officine qui, depuis le premier jour, se mobilisent dans des conditions que je sais difficiles. La transparence toujours. La France est désormais
en mesure de fabriquer 6 millions de masques supplémentaires chaque semaine, pour moitié des masques FFP2. Dès le mois d'avril, ce seront 8 millions de masques par semaine. Les producteurs français ont mis leurs chaînes de production en tension. Ces chaînes fonctionnent pour répondre à une demande sans précédent. Toutes les usines tournent à plein régime. De nouvelles chaînes de livraison ont été mises en place en urgence pour assurer la distribution de masques à l'ensemble des professionnels de santé prenant en charge ou étant en contact potentiel avec des patients atteints de coronavirus. Enfin, comme nous l'avons déjà indiqué, le président de la République et le Premier ministre ont demandé au ministère de l'Économie, au ministère de la Défense, d'identifier toutes les alternatives potentielles, soit pour démultiplier les chaînes de production, soit pour qualifier des alternatives jetables ou réutilisables. Les ministères ont qualifié des bancs de test, mis à disposition des industriels des spécifications, et 40 prototypes sont en cours de test pour des masques chirurgicaux comme pour des masques FFP2. Je salue la mobilisation des industriels sur ce sujet qui doit nous permettre d'apporter des solutions, notamment vers les secteurs autres que celui de la santé. De nombreuses alternatives innovantes sont en cours d'expertise pour répondre à ces besoins urgents de protection. Les industriels français sont pleinement mobilisés avec les pouvoirs publics pour répondre à cette urgence sanitaire et je tiens à les en remercier. Elle montre la créativité, la solidarité dans l'adversité de nos entreprises et de nos concitoyens. Dans les prochaines heures, d'autres initiatives seront prises pour augmenter massivement les importations de masques en provenance des pays producteurs, ainsi que pour orienter toute l'industrie disponible dans notre pays vers la production des matériels de protection à destination de celles et ceux qui doivent en bénéficier. Au regard de ces capacités de production et au regard des stocks disponibles, nos priorités restent les suivantes. D'abord, protéger les professionnels de santé amenés à prendre en charge des patients Covid-19 en ville comme à l'hôpital. Préserver les capacités hospitalières de prise en charge en protégeant les personnes qui interviennent auprès des personnes âgées en EHPAD pour éviter les hospitalisations. Ce sont là des priorités absolues. Protéger les soignants, c'est protéger les malades et c'est en définitive sauver des vies. Entre ceux qui souhaitent être rassurés, ceux qui doivent être protégés, j'assume de donner la priorité au second. La distribution de ces masques est en cours, comme je viens de vous l'indiquer, et nous travaillons sans relâche à optimiser leur distribution partout où des dysfonctionnements ont pu intervenir. L'inquiétude légitime de la population face à cette situation inédite entraîne également des comportements que je voudrais condamner avec la plus grande fermeté. Nous avons effectivement constaté de nombreux vols, d'utilisation détournée, inadaptée des masques de protection, que ce soit à l'intérieur des hôpitaux, en cours de distribution, jusque dans les véhicules de certains soignants fracturés pour leur voler le caducée en espérant aller obtenir des masques et les revendre. Ces comportements, je le dis, mettent en danger nos soignants et diminuent les disponibilités de masques. Soyons responsables, ensemble, protégeons ceux qui nous soignent. J'entends la demande de matériel de protection de la part de plusieurs professions pouvant être au contact direct avec la population. Et mardi, à la demande du président de la République, nous recevrons le Conseil scientifique pour envisager toute modification, toute extension des modes de répartition des masques, au-delà des seuls soignants et personnes malades. Cette réflexion devra bien sûr intégrer la contrainte que je viens de vous détailler s'agissant du stock de masques et intégrera au fur et à mesure que les commandes arriveront pour renforcer notre stock national, issu de la production française et des importations. Cela viendra enrichir notre réflexion. Mais je le dis, les masques limitent votre transmission du virus si vous pouviez le porter en permanence, mais certainement pas votre exposition, car votre exposition, elle est constante. Les masques protègent certains,
Mais seuls les gestes barrières nous protègent tous. Car il y a transmission par les mains et les objets, si vous ne vous lavez pas les mains très régulièrement. L'immense majorité des transmissions n'est pas arrêtée par les masques. Elle est arrêtée par la prise de distance, par le lavage des mains, par les gestes barrières. Prenons un exemple très concret. En population générale, une personne qui marche dans la rue pour aller faire ses courses, elle n'a pas besoin de porter un masque, parce que le virus se transmet essentiellement par les mains, et il faut rester plus de 15 minutes à moins d'1 mètre d'une personne contagieuse pour que le risque de transmission par la bouche se développe. C'est pourquoi j'invite toute personne qui dispose encore de masques à les remettre à la disposition des soignants en les déposant à l'établissement de santé le plus proche, à un médecin, à un infirmier libéral ou dans une pharmacie d'officine. J'invite toute entreprise, toute organisation qui en dispose à se rapprocher de l'agence régionale de santé la plus proche ou pour les stocks les plus importants, et il y en a, on parle là de stocks de plus de 200 000 masques, à se rapprocher directement de mon ministère. Ces masques doivent revenir prioritairement à ceux qui en ont vraiment besoin, et je vous assure que les gens en réanimation portent, eux, des masques toute la journée. J'en viens au choix que nous avons fait pour la distribution de masques dans les 15 jours à venir et qui découle à chaque fois de doctrines validées scientifiquement. Nous donnerons, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, la priorité à la protection des professionnels de santé amenés à prendre en charge des patients Covid-19 en ville comme à l'hôpital. Et nous donnerons également priorité à la protection des personnes qui interviennent auprès des personnes âgées en EHPAD pour préserver les capacités hospitalières. Pour la prochaine distribution, nous procéderons donc de la façon suivante. Pour les médecins de ville, pour les biologistes médicaux, les infirmiers de ville, nous allons distribuer 18 masques par semaine et par professionnel, dont des masques FFP2, dans le strict respect des indications. Pour les pharmaciens de ville, 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel. Pour les masseurs kinésithérapeutes, 6 masques par semaine et par professionnel, chirurgicaux ou FFP2, dans le strict respect des indications et selon les disponibilités pour la réalisation des actes prioritaires et non reportables. Pour les sages-femmes, 6 masques chirurgicaux par semaine pour la prise en charge des femmes confirmées Covid-19. Pour les chirurgiens dentistes, ces professionnels disposent désormais d'un stock dédié de masques qu'ils ont eux-mêmes répartis, et je les en remercie, sur le territoire de façon à pouvoir, dans la durée, assurer les soins urgents à la population. Pour les prestataires de services et les distributeurs de matériel, une boîte de 50 masques chirurgicaux par semaine et en moyenne par entreprise pour assurer les visites prioritaires. Pour les personnes exerçant des activités de services d'aide et de soins à domicile, 9 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel exerçant au sein de la structure pour assurer les visites prioritaires. Ces personnes pourront s'approvisionner en masques auprès des officines dans les territoires les plus touchés. Je veux saluer chaleureusement ces professionnels et leurs encadrants. C'est grâce à eux que nous pourrons organiser une prise en charge à domicile et des retours d'hospitalisation dans de bonnes conditions. Pour les EHPAD et pour les structures médico-sociales accueillant des personnes fragiles, notamment les personnes en situation de handicap ou les patients Covid-19 sans domicile ne relevant pas d'une hospitalisation, nous distribuerons 5 masques chirurgicaux par lit ou place et par semaine. S'agissant encore des EHPAD, je sais qu'il y a eu des tensions dans certains endroits. J'ai reçu hier une lettre rendue publique, signée de responsables des fédérations des EHPAD, me demandant de leur garantir qu'ils disposeraient de 500 000 masques chirurgicaux par jour, compte tenu des fragilités extrêmes des personnes âgées qui y résident. Je leur réponds ce jour que j'ai entendu leur demande et qu'ils disposeront dans la durée de ces 500 000 masques chirurgicaux par jour. Nous sommes avec les professionnels pour les aider à s'organiser, à se protéger et à protéger les résidents. Pour eux,
ainsi que pour les autres établissements médico-sociaux qui prennent en charge des personnes particulièrement vulnérables, les masques seront disponibles dans des établissements plateformes. Le nombre de masques sera proportionnel à la taille des établissements. Lorsque des symptômes apparaissent, la dotation devra permettre de couvrir en priorité les personnes qui œuvrent auprès des cas possibles ou confirmés. À tous les professionnels des EHPAD, je veux dire un immense merci. Vous êtes les gardiens des plus fragiles d'entre nous. J'en viens aux établissements de santé. Pour l'hospitalisation conventionnelle, nous distribuerons 3 masques chirurgicaux par jour et par professionnel de santé dans les services de soins prenant en charge les cas possibles ou confirmés. Et pour la réalisation des gestes à risque, bien sûr des masques FFP2 dans les services d'urgence, les services d'accueil des malades Covid-19 et de soins critiques et de réanimation. Pour l'hospitalisation à domicile, nous distribuerons 2 boîtes de 50 masques chirurgicaux par semaine et en moyenne par structure. Pour les transporteurs sanitaires et les centres de secours, nous distribuerons 1 boîte de 50 masques par semaine et par structure. Pardonnez-moi pour cette liste longue, je l'ai souhaitée exhaustive, transparente, de manière à répondre à chacun des acteurs qui sauvent des vies au quotidien et qui prennent soin de nous. Je veux aussi profiter de mon intervention pour vous parler d'un autre sujet qui anime, et c'est normal, les citoyens, la question des tests diagnostiques. Là aussi, j'entends les questions, les attentes, l'incompréhension parfois, comme j'entends l'expression publique de nombreux experts. Dans le même esprit que celui qui a présidé à la distribution des masques, nous avons fait jusque-là le choix d'un usage rationnel, raisonnable, raisonné des tests. Rationnel, car il y a une logique qui prévaut lors de chaque épidémie quand un virus circule vite. Ne pas dépister de manière systématique, mais baser le suivi sur la surveillance des symptômes. C'est ce que nous faisons chaque hiver lorsque nous gérons par exemple l'épidémie de grippe. Raisonner, car réaliser des tests mobilise d'importantes ressources, qu'il s'agisse de la mobilisation des professionnels pour prélever ou des réactifs pour les réaliser. Les tests ne servent pas à mesurer, mais à contenir l'épidémie. En la matière, je rappelle que nous sommes depuis le premier jour parfaitement alignés sur les recommandations et pratiques internationales. Au stade 1, au stade 2, nous avons testé l'ensemble des cas contacts des personnes malades, ce qui nous a par exemple permis un contrôle remarquable, souvenez-vous, du foyer de Contamine Montjoie en Haute-Savoie. J'avais même souhaité aller plus loin en procédant au dépistage systématique chez tout malade hospitalisé en réanimation ou soins intensifs avec des troubles respiratoires sévères. Aujourd'hui, nous ne dépistons pas de façon automatique, car nous avons fait un choix, comme la plupart des pays, et conformément aux recommandations de la Commission européenne, de réserver les tests à des publics prioritaires. Les personnes ciblées sont, comme chez nos voisins européens, les personnes les plus à risque. Et les professionnels de santé symptomatiques, les personnes âgées symptomatiques, les personnes qui présentent des difficultés respiratoires sévères ou des comorbidités, c'est-à-dire des fragilités, des maladies chroniques, les personnes hospitalisées et tout nouveau foyer ou nouveau territoire jusqu'ici épargné par l'épidémie. En France, nous avons aussi fait le choix complémentaire de prioriser les femmes enceintes, les donneurs d'organes, les donneurs de cellules, les donneurs de tissus. Chaque jour, ce sont plus de 4000 tests qui sont effectués sur ces personnes. Nous avons atteint un total supérieur à 60 000 tests réalisés dans notre pays. Actuellement, 70 laboratoires, en plus des 50 déjà équipés, sont en capacité de réaliser des tests. Nous sommes ainsi parmi les premiers pays européens en matière de capacité de dépistage et nous souhaitons monter en puissance. La capacité journalière de réalisation des tests va ainsi continuer d'augmenter. Ce n'est pas là une simple hypothèse de travail, c'est un impératif de santé publique. La doctrine d'usage rationnel et raisonné des tests doit évoluer. Lundi dernier, le docteur Tedros,
directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a délivré ce message simple: tester, tester, tester. La France doit donc désormais suivre cette voie et se préparer à faire évoluer rapidement sa stratégie de dépistage. L'enjeu, c'est d'être en mesure de multiplier nos capacités de test au moment où nous lèverons le confinement. C'est l'enjeu. Au moment où nous levons le confinement, au moment où nous permettons à chacune et chacun de reprendre le cours normal de sa vie, nous devrons pouvoir vérifier que les personnes pour lesquelles il y avait un doute présentaient ou non la maladie. Et quand je dis multiplier, cela veut dire multiplier, pas juste augmenter. Sans attendre, nous travaillons avec l'ensemble des industriels en France comme à l'étranger pour augmenter ces capacités de test dans les plus brefs délais. L'espoir, je le dis, est aussi tourné vers la recherche, qui pourrait nous permettre d'ici à quelques semaines, je dis bien pourrait nous permettre d'ici à quelques semaines, de disposer d'une nouvelle méthode diagnostique plus simple, plus rapide, plus largement diffusable sur tout le territoire national. Vous l'avez compris, ce n'est pas sur la base d'un dépistage massif que nous mettrons fin au confinement, mais c'est sur la base d'un dépistage massif que nous pourrions être amenés à accroître notre surveillance une fois le confinement levé. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochains jours, car à situation évolutive, vous l'avez compris, stratégie évolutive. Mardi, je verrai avec le président de la République le conseil scientifique à nouveau, cette fois-ci pour évoquer cette question des tests diagnostiques, ainsi qu'une autre question qui préoccupe les Français et qui me préoccupe tout autant, la question des traitements. Ma stratégie, vous l'aurez compris, elle est claire. Adapter rapidement nos décisions en fonction de l'évolution des connaissances et des recommandations pour toujours mieux protéger les Français. C'est ce que je fais également en matière de stratégie thérapeutique, en m'assurant au jour le jour que si demain un traitement démontrait son efficacité, les Français puissent en disposer sans délai. Que nous ne manquions ni de stock de médicaments, ni de capacité à produire des médicaments pour répondre à la demande, ni même des matières premières indispensables pour y arriver. J'ai depuis le premier jour de ma prise de fonction encouragé, accompagné, facilité toutes les études de recherche clinique visant à répondre à la demande des chercheurs. Et à l'heure à laquelle je vous parle, plusieurs sont en cours dans des grands hôpitaux français. Mais ministre de la Santé, j'ai aussi le devoir de respecter l'exigence scientifique et sanitaire avant toute décision de traitement. J'ai aussi le devoir et l'exigence de tout faire pour que nous puissions le plus rapidement possible trouver des traitements et des vaccins. Mesdames et messieurs, mon souci de la transparence reste comme au premier jour total. La voici avec des chiffres et des annonces, on ne peut plus clair. Nous avons une méthode et nous la suivons pour permettre à notre système de santé de tenir bon, pour permettre de protéger ceux qui en ont besoin dès que la situation se présente. Permettez-moi pour terminer de saluer et de dire la reconnaissance de la nation tout entière aux soignants qui, en première ligne, luttent avec un courage exceptionnel. Je salue aussi et je remercie chaleureusement celles et ceux qui assurent le ravitaillement et la distribution des biens essentiels. Je remercie les services de l'État, je remercie nos forces de police et de gendarmerie et toutes celles et ceux qui permettent à la France de se protéger et de tenir bon. Votre soutien, quelle que soit votre façon de l'exprimer, en applaudissant à vos fenêtres à 20h comme vous le faites spontanément, en apportant à manger aux soignants, en rendant votre véhicule disponible pour ramener une infirmière chez elle après une longue nuit de garde, ou tout simplement en garantissant par votre travail la continuité de la vie économique de notre pays, votre soutien est magnifique. Quel que soit le poste de travail que vous occupez, sachez qu'il constitue forcément un maillon essentiel de la chaîne qui relie économie et santé. Sans frigo, pas de médicaments. Sans composants électriques, pas de frigo.
Sans matières premières, pas de composants électriques. Sans transport de marchandises, pas de matières premières. À l'arrière du front, le rôle de chacun est crucial parce que nous sommes dans une guerre de position. En respectant les consignes qui vous ont été données, vous permettrez aux soignants d'agir plus vite. Vous permettrez de réduire la propagation du virus. Vous permettrez à la France de faire face à cette épidémie. Nous vivons un moment historique. C'est une épreuve sans précédent que nous devons surmonter aujourd'hui ensemble. Je compte sur chacun d'entre vous pour suivre avec rigueur les consignes qui vous sont données, mais aussi pour ne pas céder aux sirènes de la polémique et de la division. La situation est bien trop grave. Soyons solidaires, soyons courageux, soyons à la hauteur du défi qui se dresse devant nous. Je vous remercie. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Cécile Laronce, France 3 pour France Télévisions. Je vais être le porte-parole de tous mes confrères aujourd'hui puisque je suis la seule journaliste aujourd'hui présente avec vous dans cette salle de conférence de presse. Et j'espère être rester fidèle par rapport à toutes les questions qu'ils ont posées. Et elles sont nombreuses. Première question, en fait, je vais poser la première question en mon nom, donc pour France 3. Vous parlez de sacrifice, de confinement, qui est la clé pour vaincre l'épidémie. Pourquoi ne pas miser plutôt sur un dépistage massif, comme l'ont fait les Coréens du Sud, et au vu de leurs résultats, on pourrait s'en inspirer. Pourquoi ne pas miser sur ce dépistage massif et rendre un peu de liberté aux Français? Merci. Je n'oppose pas la question, et je l'ai dit tout à l'heure, la question du dépistage avec la question du confinement. Un dépistage n'empêche pas la propagation du virus. Un dépistage n'empêche pas la transmission du virus. Et un dépistage n'empêche pas une épidémie. Ça peut être une méthode. La Corée est un pays qui s'illustre par la capacité qu'elle avait mise en place historiquement à réaliser des tests massifs à très grande échelle. La Corée est un pays qui a payé un très lourd tribut aux précédentes formes graves de grippe. Vous vous souvenez H1N1, la grippe aviaire. Et la Corée avait donc un dispositif qui lui était propre et qui est absolument d'ailleurs unique au monde. La France, j'entends souvent dire que la France est en retard par rapport aux tests, etc. J'ai dit que la France réalisait aujourd'hui 5000 tests, que la France a toujours collé aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, et elle fera toujours cette stratégie puisqu'elle entend l'appel du directeur général que je viens de relayer en disant que nous allions monter notre capacité de test. Mais lorsque vous avez une épidémie qui est présente sur le territoire national, lorsque l'épidémie est une réalité et lorsque l'épidémie a diffusé sur tout le territoire, le confinement est la seule possibilité de freiner les choses. Comprenez-moi bien, le testing systématique, il était encore possible, raisonnable, et il a d'ailleurs été fait dans l'Oise, il a été fait au Contamine-Montjoie, et il a permis d'enrayer l'épidémie et de supprimer la circulation du virus. Ce qui s'est passé notamment à Mulhouse, avec une diffusion et une transmission dans plusieurs secteurs de la France, a rendu inopérante toute velléité de procéder à un testing massif, quand bien même les moyens techniques auraient déjà été mis à disposition. J'entends encore une fois la remarque, la Corée n'est pas la France, mais si vous regardez par exemple aux États-Unis, nous avons déjà réalisé, je crois, 30 ou 40 fois plus de tests que les Américains eux-mêmes, qui disposent pourtant de moyens technologiques pour le faire. Alors, pour Magali Klausner, du Moniteur des pharmacies, les pharmaciens ne reçoivent pas la totalité des masques qui doivent leur parvenir. Une pharmacie proche de Colmar n'a reçu qu'une boîte de FFP2. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons distribué 1,7 million de masques FFP2, 10,6 millions de masques chirurgicaux, répartis sur les quelques 20 000 pharmacies d'officine du territoire. Si vous faites la division, ça fait beaucoup, 12,5 millions de masques. Mais si vous le rapportez au nombre de pharmacies, ça fait un nombre modéré de masques par pharmacie. Et si vous le reportez
au nombre de professionnels de santé qui doivent bénéficier des masques, cela fait des nombres encore plus petits. Donc il y a des pharmacies qui ont reçu des stocks plus importants parce qu'ils correspondent à un territoire de santé où il y a plus de professionnels de santé. Et puis certaines pharmacies ont été livrées en 2 temps, ont reçu lundi et mardi dernier des masques chirurgicaux et n'ont reçu que vendredi les masques FFP2. Je vous ai parlé des difficultés logistiques, je vous ai épargné les détails sur les droits de retrait de certaines livraisons, sur certaines disparitions, sur les difficultés aussi inhérentes au fait que quand on a fait une réquisition de masques, eh bien aller chercher les masques pour les amener à bon port peut être un peu plus compliqué, mais je vous assure que le problème est désormais réglé et que les livraisons vont se faire en bonne et due forme, en temps et en heure. Alors une question d'Aurélie Franc pour APM News. Est-ce que vous avez des infos plus précises sur les décès et le nombre de cas dans les EHPAD? Est-ce que vous confirmez dans le 12e arrondissement un EHPAD de la Fondation Rothschild avec 48 cas et 6 décès? Je vous confirme que nous surveillons de très près la situation dans les EHPAD, où les personnes sont très fragiles, sont déjà très fragiles, et où l'infection par le Covid peut avoir des conséquences encore plus dramatiques qu'ailleurs. Il y a effectivement, alors je ne parlerai pas de la situation particulière de cet EHPAD, pardonnez-moi, le territoire est vaste, nous avons plusieurs milliers de malades et de foyers. Il y aura tout à l'heure un communiqué de presse qui rendra compte de la situation sanitaire du jour en lieu et place de la conférence de presse habituelle, puisque c'est moi qui me présente devant vous aujourd'hui. Vous aurez sans doute toutes ces informations, mais sachez que les situations dans les EHPAD sont des situations que nous regardons de très près compte tenu de la fragilité des personnes âgées, raison pour laquelle j'ai annoncé tout à l'heure que les EHPAD bénéficieraient de 500 000 masques chirurgicaux par jour. Alors, Nicolas Évrard, le généraliste, des épidémiologistes et chefs d'État indiquent que 60 à 70% des personnes seront touchées par le Covid. Est-ce que cela signifie que l'épidémie continue? A-t-on une idée du taux de personnes touchées en France à ce jour? Alors, on considère effectivement que pour qu'un virus arrête de circuler, il faut qu'il y ait une certaine proportion de la population qui soit immunisée. Immunisée, il y a 2 façons de l'être. Ou vous avez été infecté, ou vous avez été vacciné. Comme nous n'avons pas de vaccination dans le cadre du Covid-19, mais que les chercheurs du monde entier ne travaillent qu'à cela désormais, c'est par la voie de l'infection que les gens peuvent être immunisés. Savoir quel est le pourcentage de population qui doit être immunisée pour que la circulation de ce virus en particulier s'arrête est très complexe puisqu'il n'y a aucune démonstration qui en a été faite dans aucun pays. Il y a beaucoup de modélisation, beaucoup de prévisions qui nous viennent des scientifiques français, anglais, italiens, chinois, coréens. Nous avons un institut de santé publique qui se charge de compiler toutes ces données et de nous faire des objectifs prévisionnels et d'être capable de modéliser les choses pour pouvoir toujours anticiper. Je ne peux pas vous donner un chiffre, ce serait vous mentir. Mais les experts sont dans leur rôle en faisant des propositions ou en postulant qu'une certaine partie de la population sera touchée. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de freiner cette épidémie pour donner du temps aux hôpitaux. C'est de freiner cette épidémie pour limiter la circulation du virus. Quant à savoir combien de Français sont aujourd'hui infectés par le coronavirus, vous avez 3 données. Je vous les explique très brièvement. Vous avez le nombre de patients que nous annonçons chaque jour, qui correspond au nombre de patients testés positifs. C'est plus de 12 000 patients, si ma mémoire est bonne, hier. Vous avez le nombre de patients qui peut être rapporté au taux attendu de mortalité de 1% et qui fait qu'on pourrait estimer qu'il y aurait plus de 30 à 40 000 malades en réalité en France. Et vous avez d'autres façons de calculer ou d'estimer le nombre de malades. Vous savez qu'il y a presque 1 personne sur 2 qui est malade et qui ne s'en rendra jamais compte, ce qu'on appelle les porteurs sains. Et donc, ça pourrait monter jusqu'à 80 ou 90 000 malades. Donc, la fourchette, pardon pour l'expression, mais du nombre de malades en France probable varie entre 30 et 90 000 personnes. Alors, Julie Clésio, l'Observatoire de la santé. Avez-vous une idée de la date du pic de l'épidémie en France? Il est très dur de savoir la date du pic de l'épidémie, puisque nous n'avons pas suffisamment de données sur la contagiosité, sur la durée de contagion, et surtout, je vais vous dire une chose. Ce qui m'intéresse, c'est moins la date du pic épidémique. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on est collectivement capable de faire en sorte que ce pic soit le plus tardif et le plus modéré possible. Vous vous souvenez de ces courbes, avec le pic épidémique si on ne fait rien, et le pic épidémique si on arrive collectivement à agir pour se confiner et limiter la circulation du virus. C'est cela la donnée qui est la plus importante.
Gaël Guéillet-Duloup, du concours médical. Que pensez-vous des résultats de l'étude du professeur Raoult sur des effets thérapeutiques spectaculaires de la chloroquine? Je connais bien le professeur Raoult, je l'ai eu encore hier au téléphone, et je lui ai toujours donné les moyens de mener ses protocoles thérapeutiques cliniques dans des délais records, 24 heures la dernière fois, pour qu'il puisse conduire son étude. Je m'entretiens régulièrement avec le professeur Raoult, ainsi qu'avec l'ensemble de la communauté médicale et scientifique qui fait de la recherche sur des traitements. J'ai permis et même demandé à ce que l'étude du professeur Raoult puisse être reproduite à plus large échelle dans d'autres centres hospitaliers par d'autres équipes indépendantes. Je suis ça d'extrêmement près. Aujourd'hui, je n'ai aucune donnée suffisamment validée scientifiquement, médicalement pour tendre vers une recommandation, mais j'ai donné toutes les impulsions nécessaires pour que nous ayons ces données, si elles devaient être positives ou négatives, dans une période que j'estime à moins de 15 jours. Auquel cas, si les résultats étaient positifs, nous pourrions aller vers une voie thérapeutique. Si à l'inverse, les résultats n'étaient pas reproduits, c'est-à-dire s'ils étaient décevants, eh bien, nous aurions essayé. Pourtant, le professeur Raoult a obtenu de bons résultats apparemment mardi dernier. Il a obtenu des résultats sur 24 malades, sans placebo, avec une étude ouverte. Je ne vais pas vous faire tout le résumé des protocoles thérapeutiques, mais jamais aucun pays au monde n'a accordé une autorisation de traitement sur la base d'une étude comme celle-ci. Donc, encore une fois, j'accueille et je reçois les résultats du professeur Raoult. Je reçois aussi l'énergie qu'il met et la façon qu'il a de se battre et de convaincre l'ensemble des soignants pour pouvoir expérimenter ce traitement. Et je serais le plus heureux des ministres si je pouvais vous annoncer demain que nous avons un traitement qui a fait montre de son efficacité. Ce que je peux vous dire, c'est que tout est prêt si jamais ça devait être le cas. Mais encore une fois, l'histoire des maladies infectieuses, l'histoire des maladies virales est peuplée de fausses bonnes nouvelles, est peuplée de déceptions et parfois de prises de risques inconsidérées. Je ne serai pas le ministre de la Santé qui prendra des risques pour ces malades, mais je ne serai pas le ministre de la Santé qui empêchera la recherche de se faire. Donc je partage l'espoir de nombre de nos concitoyens, mais je suis aussi en responsabilité obligé de dire « attendons, regardons si nous avons suffisamment d'études scientifiques, suffisamment de données cliniques ». Pour Béatrice Jérôme, Le Monde, pourquoi la Direction générale de la santé ne dispose-t-elle pas d'un état des lieux dans les EHPAD? Le ministère a-t-il demandé un bilan? Bien sûr que nous avons demandé un bilan. Nous travaillons avec l'organisme de santé publique qui s'appelle Santé publique France et désormais, depuis un certain temps, nous travaillons également en lien direct et pluriquotidien avec chaque établissement de santé. Les établissements de santé sont aussi organisés en GHT, ce qu'on appelle des groupements hospitaliers de territoire, qui sont capables eux-mêmes de centraliser des données et de nous les faire remonter. Nous suivons au cas par cas chaque situation, chaque activation virale, et lorsqu'il y a des foyers épidémiques qui sont observés, par exemple, dans des EHPAD, c'était le cas tout à l'heure, j'ai été alerté, immédiatement, nous sensibilisons l'Agence régionale de santé pour que des actions soient entreprises. Pour Frédéric Aziza, Radio J, la France aurait une dizaine de jours de retard par rapport à la situation italienne. Les mesures de confinement décidées en France sont-elles suffisantes pour éviter dans 10 jours autant de cas et de décès qu'en Italie? Faut-il aller plus loin? La question du rapport entre la France et l'Italie est une bonne question que nous suivons et de fait, nous constatons qu'il y a effectivement un décalage de 8 à 10 jours depuis 2 semaines entre la situation italienne et la situation française. Nous avons pris, plus tôt que ce qu'avait pris l'Italie comme mesure, les mesures de confinement généralisées. Je vous le dis, la France dispose des mêmes mesures que son voisin italien, En Italie, les gens continuent à travailler tout en étant confinés. En Italie, les gens ont le droit à des sorties individuelles pour aller faire des courses, comme c'est le cas en France aujourd'hui. En Italie, les commerces sont fermés. En France, nous avons même une liste de commerces fermés plus importante, puisque je crois que les salons de coiffure, par exemple, sont restés ouverts en Italie, lors même que nous les avons fermés en France. Alain Douillet de la Fédération nationale d'éducation pour la santé. Si nous avions les stocks nécessaires, ne faudrait-il pas, comme en Asie, recommander le port de masque dans tous les actes de la vie sociale? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure et c'est expliqué tous les jours par le directeur général de la santé. Porter un masque en vie quotidienne
Déjà, ça pose une complexité d'usage. Je ne dis pas ça considérant qu'on ne serait pas capable de se servir d'un masque, ce n'est pas du tout mon discours. Mais qu'on ait un masque ou non, on touche son visage à peu près toutes les minutes. Et on voit d'ailleurs des gens, et je suis sûr que vous en voyez autour de vous, qui portent un masque en vie quotidienne et qui vont le réajuster, ou qui vont parfois le mettre sur le menton. Je le constate des fois en regardant sur les chaînes de télévision. Un masque est une structure qui est faite de papier, qui est poreuse. Et en fait, un masque n'empêche pas les particules de venir s'imprégner dans le masque. Le masque empêche les particules de venir dans votre bouche, dans votre nez. Mais si vous portez un masque qui est imprégné par des particules qui sont contaminées et que vous touchez votre masque, c'est bien par les mains qu'ensuite vous allez vous contaminer. Donc l'usage du masque en population réelle ne correspond pas aux recommandations internationales, par exemple de l'Organisation mondiale de la santé. Les soignants, en revanche, ont besoin du masque parce qu'ils en ont un usage quotidien, pluriquotidien, et qui sont capables de le changer très régulièrement. Et les personnes qui sont malades ont besoin d'un masque pour éviter d'envoyer des projections vers d'autres personnes. C'est un outil de protection de l'autre davantage qu'un outil de protection de soi-même. Florence Bouquillat, France 2. Quelle décision pour les EHPAD? Combien de masques et de renforts en personnel? Et quid des symptômes différents chez les personnes âgées en EHPAD, diarrhée, troubles de l'équilibre, confusion mentale chez des gens qui auparavant allaient bien? Sur les masques, je vous ai répondu, 500 000 masques chirurgicaux par jour. Sur le personnel des EHPAD, nous sommes aussi capables d'activer la réserve sanitaire qui s'est enrichie de milliers de soignants volontaires et que les agences régionales de santé peuvent activer territoire par territoire lorsqu'elles en ont besoin. Vous m'interrogez sur les symptômes. La question des diarrhées, par exemple, les troubles digestifs, elle est connue, y compris chez les patients jeunes. Et quant aux troubles de type confusion ou maux de tête ou vertige, elle est plus liée d'ailleurs à l'état antérieur des personnes en EHPAD, qui ont souvent des démences, des maladies d'Alzheimer et qui ont déjà des fragilités. Et toute infection sur une personne qui est fragile peut exacerber ces troubles. Dernière question de Géraldine Amiel de Bloomberg. Allons-nous vers un confinement plus strict, style couvre-feu, et plus long? Et si oui, quelles en seront les modalités? S'il y avait des mesures territorialisées à prendre, des mesures très précises, là où on constate qu'il n'y a pas du tout de respect des mesures de confinement, là où on constate qu'il y a une flambée épidémique, les préfets, les maires parfois, sont habilités à prendre des mesures spécifiques de type couvre-feu, puisque c'est celle que vous citez. Je vous ai dit dans mon intervention tout à l'heure que lundi, le Conseil scientifique nous rendrait des conclusions sur l'évaluation et éventuellement des propositions, s'il devait y en avoir des nouvelles, quant au confinement tel qu'il est appliqué aujourd'hui en France et la façon éventuellement de le faire évoluer. Mais je le dis, nous avons atteint un niveau de confinement généralisé de la population qui est conforme à ce que nous observons chez nos voisins. Je vous remercie pour vos questions. Merci, Monsieur le Ministre.